Autrefois, je calibrais l'âme même d'une machine, écrivant les algorithmes qui dictaient aux avions de chasse comment fendre le ciel. Aujourd'hui, je suis la femme que mon fils considère comme un fardeau. Je me tenais seule sous la bruine froide et persistante d'une veille de Noël du Nord-Ouest Pacifique, les lumières de Bellevue, dans l'État de Washington, se fondant dans une aquarelle d'indifférence. Devant moi se dressait la maison de mon fils, un monument de verre et d'acier qui semblait repousser l'idée même de chaleur. J'avais pris un vol avant l'aube, quittant le calme vif et ensoleillé de Santa Fe, poussé par un instinct maternel de retour à la maison auquel je ne pouvais plus me permettre de me fier. Je ne les avais pas vus depuis plus d'1 an. La dernière fois que nous avons parlé, la voix de Marcus était saccadée, efficace, dénuée de toute chaleur familiale. « Maman, c'est le chaos en ce moment », avait-il dit, un soupir muet pesant dans l'air entre nous. « On t'appellera quand les choses s'amélioreront. » Les choses ne s'améliorèrent jamais. Ni pour mon 78e anniversaire, ni pour Thanksgiving, ni même lorsque le froid du désert s'était incrusté dans mes os au point que mes articulations enflaient, rendant la simple prise d'un stylo difficile. Mes bagages se résumaient à une petite valise unique, d'un rouge vif qui semblait défier la grisaille du soir. À l'intérieur, nichée entre des vêtements de rechange et un châle tricoté main pour ma petite fille, se trouvait une boîte de biscuits maison saupoudrée de cannelle et d'anis. Et en dessous, une chemise en papier craft. Elle était discrète, mais elle portait le poids de toute une vie. Elle contenait l'acte de propriété, les documents de transfert d'un portefeuille d'actions que j'avais géré pendant 5 décennies, et des certificats d'investissement. La valeur totale dépassait à peine 32 millions de dollars. Ce n'était pas un cadeau que j'avais l'intention d'annoncer avec faste. C'était censé être une sécurité discrète, un ultime geste pour garantir que leur vie soit aussi fluide que le code que j'avais écrit autrefois. La pluie était légère mais cinglante. Chaque goutte était une minuscule aiguille contre ma peau. Mon manteau, conçu pour le froid sec du Nouveau-Mexique, me semblait poreux et inadapté. Je gravis les marches en béton lisse et appuyai sur la sonnette éclairée. Une sonnerie électronique stérile résonna dans l'espace caverneux. J'entendis un éclat de rire à l'étage, le tintement sophistiqué des verres à vin, le doux bourdonnement d'un jazz minimaliste, un cri d'enfant, puis des voix étouffées mais suffisamment claires. D'abord ma belle-fille, Claire. Qui est-ce donc? Marcus, as-tu invité quelqu'un d'autre? Puis mon fils. Cette voix, celle à qui j'avais appris à former ses premiers mots, était désormais une arme contre moi. Même à travers la vitre triplement peinte, j'entendais chaque syllabe. Mon Dieu, c'est elle. Faisons comme si nous n'étions pas là. Un silence. Je l'imaginais se pincer l'arête du nez. Le geste d'un homme accablé par un problème insoluble. Claire, je ne supporte pas sa culpabilisation ce soir. Pas avec le PDG d'Aérodine qui arrive. Coupe la sonnerie. Elle comprendra le message et s'en ira. Je ne bougeais pas. Ma main, les jointures blanches et raides, restait serrée autour de la poignée de la valise. Un tremblement parcourut mes jambes, une secousse sismique qui n'avait rien à voir avec le froid, mais tout à voir avec le poids écrasant de ces mots. Un instant plus tard, la musique de jazz s'éleva, tel un rideau sonore délibéré. Les lumières chaleureuses et accueillantes du hall d'entrée s'éteignirent. La maison, qui avait été un phare de la joie des fêtes, se dressait maintenant devant moi, froide et impénétrable. L'espace d'un instant, j'envisageais de sonner à nouveau, de frapper, d'exiger d'être vue. Peut-être ma petite fille Lily me verrait-elle, son visage s'illuminant de l'amour simple d'un enfant. Elle courait peut-être à la porte et l'ouvrirait elle brusquement, ses petits bras se réfugiant devant elle. Mais je savais que ce n'était pas un malentendu. C'était un verdict. C'était simplement la première fois qu'il était prononcé aussi clairement. Lentement, délibérément, je me retournai. Mes chaussures confortables claquèrent doucement sur la pierre mouillée tandis que je descendais les marches. Le vent se leva lorsque j'atteignis le trottoir, fouettant une mèche de cheveux gris sur mon visage. J'eus l'impression d'une dernière claque dédaigneuse. La valise cramoisie, emportée par une rafale, bascula, son loquet s'ouvrant brusquement. Le coin du dossier en papier craft dépassa, un bord pâle et net flottant dans le vent humide. Je m'agenouillai pour le fixer, mes vieux genoux protestant. Tandis que mes doigts se refermaient sur le dossier, je marquai une pause. Cette collection de papiers était censée être leur filet de sécurité, leur tremplin, leur avenir. 32 millions de dollars gagnés, investis et farouchement protégés par une femme qu'ils avaient jugée gênante. J'avais imaginé le moment où je la remettrais à Marcus. Pas de cérémonie, juste un transfert de responsabilité discret. Ceci est pour toi,
Pour ta famille. Utilise-le pour construire quelque chose qui dure. Mais plus maintenant. Je me suis redressée, le dos plus droit que je ne l'avais été depuis des années. J'ai fermé la valise d'un dernier coup sec et j'ai commencé à descendre la rue, m'éloignant de la maison de verre et du fils qui y vivait. Mon souffle s'est évanoui dans l'air glacial, mais une étrange chaleur m'a envahi la poitrine. Le frisson avait disparu, remplacé par quelque chose de complètement différent. C'était la clarté froide, dure et magnifique d'une équation parfaite. Ils me voyaient comme une vieille femme, sans importance, une relique d'une vie qu'ils avaient dépassée. Mais ils avaient oublié un principe fondamental. L'esprit le plus silencieux du laboratoire est souvent celui qui détient la clé. Et je me souvenais de tout. Je me souvenais de la lassitude profonde de veiller jusqu'à l'aube, penché sur une table lumineuse, à peaufiner des schémas pendant que Marcus dormait dans son berceau. Je me souvenais de l'odeur d'ozone des ordinateurs bourdonnants qui emplissaient des pièces entières. Une époque où le monde croyait que la place d'une femme était partout sauf dans un laboratoire de défense de haute sécurité. Je me souvenais de l'avoir porté sur ma hanche aux urgences après sa chute d'un arbre. Son père s'était évanoui dans un fauteuil empreint de whisky et de regrets. Je me souvenais d'avoir vendu les bijoux de ma mère pour qu'il puisse participer à un prestigieux camp scientifique d'été. Et je me souvenais de la fierté dévorante qui m'avait enflé lorsqu'il avait obtenu son diplôme d'ingénieur. Je croyais qu'il avait hérité de mon intelligence, de ma passion. J'avais tort. Il avait hérité de la passion, certes, mais pas du cœur qui la tempérait. Ils m'ont traité de fardeau. Ils se sont arrêtés sur un pont dont ils ignoraient l'existence, puis se sont plaints du poids de ma présence. Je n'ai pas pleuré en marchant dans les rues mouillées par la pluie. Les larmes étaient un luxe, une dépense d'émotion que je ne pouvais plus gaspiller. Au lieu de cela, j'ai sorti mon téléphone. Son écran, un phare austère dans la pénombre. J'ai réservé une chambre dans un hôtel calme et élégant avec vue sur le lac Washington. J'ai commandé un bol de soupe chaude, demandé un matelas ferme et savouré la promesse d'un silence absolu. Avant de m'endormir, j'ai posé le dossier en papier craft sur le bureau ciré près du lit. Je l'ai contemplé un long moment, immobile, la somme de ma vie secrète contenue dans son étreinte fragile. J'ai murmuré à la pièce vide, « Il m'appartient toujours ». Et à cet instant, j'ai compris la vérité la plus profonde. J'étais désormais libre de décider quel héritage il deviendrait. Dehors, la ville scintillait, insouciante et festive. À l'intérieur, une grand-mère dormait profondément pour la première fois depuis 10 ans, sachant que la famille qui venait de lui fermer la porte avait, sans le savoir, fermé la porte aux fondations de leur monde. Et elle était enfin libre. On ne m'avait jamais demandé ce que j'avais fait avant d'être mère. C'était comme si mon existence avait commencé dans la salle d'accouchement. La femme que j'étais avant, l'analyste, la programmeuse, la pionnière, s'évaporait dès que je tenais mon fils dans mes bras. Mais je me souviens d'elle. J'avais 22 ans et c'était en 1968 que j'ai été recrutée dans un service secret d'une entreprise aérospatiale du désert de Mojave. Le projet était si secret que son nom était une suite de chiffres. J'étais l'une des 2 femmes dans une salle de 50 ingénieurs, et l'autre était responsable administrative. Mes professeurs de Caltech avaient insisté pour que je participe. Vance ne dit pas grand-chose. L'une d'elles avait écrit ma recommandation, mais quand elle le fait, il serait stupide de ne pas l'écouter. J'ai écrit mon premier algorithme de guidage sur Vellum avec un crayon 2 heures. Il n'y avait pas d'écrans élégants ni de claviers ergonomiques, seulement d'énormes ordinateurs centraux alimentés par des piles de cartes perforées. Notre travail était un acte physique. Une conversation avec une machine qui parlait un langage de trous et de silence. Je passais 18 heures par jour à cartographier les corrections de trajectoire d'un prototype de drone de reconnaissance baptisé Valkyrie. C'étaient des mathématiques si précises qu'elles ressemblaient à une prière. Un chiffre mal placé, un calcul erroné, et notre avion à plusieurs millions de dollars se réduisait à un cratère dans le désert. Je n'étais pas seulement bon. J'étais exceptionnel. Mon esprit voyait des schémas dans le chaos. Des solutions élégantes là où d'autres ne voyaient que des impasses. À 24 ans, mon travail sur le système de stabilisation Valkyrie était une avancée discrète, lui permettant de maintenir un équilibre parfait dans des vents turbulents de haute altitude. Mais personne en dehors de ce laboratoire climatisé et sans fenêtre ne le saurait jamais. Nos noms avaient été effacés des rapports. Nous étions des fantômes dans la machine. Le secret était le prix à payer, et je l'ai payé avec joie, persuadée de contribuer à quelque chose d'important. Puis je suis tombée amoureuse d'un autre ingénieur, et peu après, je suis tombée enceinte.
Je me souviens de la réunion avec mon chef de division, un homme aux cheveux en brosse et un cigare froid constamment coincé entre les dents. Il fixait mon léger ventre rond comme s'il s'agissait d'un défaut de conception catastrophique. « Éléanore, m'a-t-il dit sans ambages, tu vas devoir prendre un congé. Une femme dans ton état ne peut pas être à proximité d'un équipement aussi sensible, du stress, des longues heures de travail. C'est un risque pour la sécurité. Et mon habilitation ? Ai-je demandé d'une voix à peine murmurée. Il a fait un geste dédaigneux de la main. Elle sera suspendue, bien sûr. On réévaluera la situation après la naissance du bébé. Ils n'ont jamais réévalué. Mon fils est né, mais mon badge de sécurité n'est jamais revenu. Mon accès a été définitivement révoqué. On m'a remercié pour mon service et on m'a conseillé de savourer la noble vocation de la maternité comme si une vie annulait l'autre. Je n'ai pas lutté. En 1971, il n'existait aucun cadre permettant à une femme comme moi de contester une telle décision. Alors, j'ai emballé ma règle à calcul et mes ambitions et je suis parti discrètement. Je l'élèverai, me suis-je dit, pour qu'il reprenne le flambeau. Il saura qui est sa mère. Mais il ne l'a jamais su. Il ne m'a jamais posé la question. Quand Marcus était tout petit, je m'asseyais à la table de la cuisine après son sommeil, résolvant des équations différentielles sur un bloc-notes, juste pour ressentir cette brûlure familière dans mon esprit. Les mains qui calibraient autrefois la descente d'un drone high-tech préparaient désormais des gâteaux d'anniversaire et essuyaient des larmes. J'avais écrit des kilomètres de code dans ma jeunesse. En tant que mère, les seules choses que j'écrivais étaient des listes de courses et d'échecs pour le pédiatre. Personne ne m'a jamais demandé si le bourdonnement des ordinateurs centraux me manquait. Ils ne pouvaient imaginer un monde où j'aurais pu faire partie. Et moi, épuisée et par un sens du devoir déplacé, je les ai laissés oublier. Quand l'école de Marcus a menacé de supprimer son programme de mathématiques avancées en raison de coupes budgétaires, j'ai sorti un vieux tableau noir du garage et je lui ai enseigné moi-même le calcul. Nuit après nuit, nous nous asseyions sous la lumière nue de la cuisine, l'air empreint d'une odeur de poussière de craie. Tandis que je lui montrais la beauté élégante des dérivés et des intégrales, il avait un don pour cela. Non pas ma précision intuitive, mais un talent solide et exploitable. J'ai cru qu'il m'avait vu à ce moment-là. J'ai pensé qu'il demanderait « Maman, comment sais-tu tout ça ?» Mais pour lui, j'étais juste la femme qui préparait le dîner et qui était douée pour ses devoirs, toujours là, toujours fatiguée, toujours disponible. Il ne s'est jamais demandé comment l'hypothèque était remboursée après que l'AVC de son père l'ait empêché de travailler. Il n'a jamais remarqué les nuits que je passais à la bibliothèque, longtemps après ses études, à dévorer des livres d'économie et d'analyse boursière. J'ai pris le petit héritage que mes parents m'ont laissé, vestige d'une vie avant les contrats gouvernementaux, et j'ai commencé à investir. J'étais aussi méticuleuse avec mes portefeuilles qu'avec mon code. Je découpais des coupons et portais des manteaux d'occasion tandis que mes investissements dans des entreprises technologiques naissantes se transformaient en une fortune, tranquillement et régulièrement. J'ai financé ses études dans une prestigieuse université. J'ai contribué à l'acompte pour cette maison de verre. J'envoyais des chèques pour chaque anniversaire, chaque étape importante, chaque éraflure au genou. À chaque fois, c'était un rapide « merci, maman », avant que le téléphone ne décroche et qu'il ne retourne dans le monde que j'avais financé et qu'il avait construit sur mes fondations silencieuses. Je ne lui en veux pas de ne pas m'avoir interrogé sur mon passé. Je lui en veux de n'avoir jamais envisagé que j'en ai un qui vaille la peine. Et maintenant, il me voyait comme un fardeau, le dernier maillon d'un chapitre qu'il avait hâte de clore. Il ignorait que les algorithmes de stabilisation de vol propriétaires qui avaient fait de son entreprise un titan de l'industrie aérospatiale commerciale n'étaient que des échos lointains et raffinés du travail que j'effectuais sur un tableau noir dans ma cuisine et sur du vélin dans le désert. Mais je savais, je me souvenais. Et un souvenir, enfoui assez longtemps, ne s'efface pas. Il se cristallise. Il attend. 3 jours après Noël, j'étais assis dans le silence stérile de ma chambre d'hôtel. La lumière grise d'un hiver à Seattle filtrait par la grande fenêtre. La valise cramoisie était posée près de la porte, témoignage silencieux de mon pèlerinage manqué. Sur le bureau, mon vieil ordinateur portable ronronnait, son ventilateur s'agitant comme un lointain souvenir. Mon chagrin s'était déjà apaisé, remplacé par une détermination froide et aiguë qui me donnait l'impression de rentrer à la maison. Mon esprit, endormi depuis des décennies sous des couches de vie domestique, s'éveilla. Il était temps de déclassifier ma propre vie. J'ouvris un dossier protégé par mot de passe sur le disque dur. Il s'appelait « Archive Valkyrie ». À l'intérieur se trouvaient les fantômes numérisés de mon passé,
schémas scannés, notes techniques, lettres de recommandation, tous portant mon nom, mes calculs, ma signature angulaire précise. Je fis défiler des images de configuration de guidage de drone et de modèles de trajectoire à haute altitude. Puis je m'arrêtai sur un fichier, une série d'équations que j'avais griffonnées au dos d'une serviette en papier lors d'une révélation à la cafétéria du laboratoire en 1969. J'en reconnus immédiatement la structure fondamentale, car je l'avais revue presque mot pour mot dans un article de revue technologique l'année dernière, fièrement présenté comme le cœur de la matrice de Thorne, le brevet révolutionnaire qui avait fait de mon fils une légende. Il ne s'était pas contenté de développer mon travail. Il avait plagié mon âme. J'ouvris un second dossier, intitulé « Lignage », celui-ci. Il contenait l'analyse comparative que je compilais discrètement depuis des mois. Mes schémas originaux du projet Valkyrie côtoyaient les brevets modernes déposés par sa société, Thorne Aeronautics. La piste était indéniable. Les principes fondamentaux, l'architecture mathématique, tout était à moi. Il n'avait rien inventé de nouveau. Il avait simplement doté mon génie fondateur d'une interface moderne. Minimisant les fenêtres, j'ai pris une inspiration lente et profonde et j'ai ouvert mes contacts email. Son nom était là, vestige d'une autre vie. Beatatrick Galloway. Nous étions deux petits pois dans une cosse à Caltech. Deux femmes luttant pour une place dans un monde d'hommes. Tandis que je m'enfonçais dans la boîte noire de la recherche en défense, elle s'était lancée dans le journalisme scientifique, remportant finalement un prix Pulitzer pour ses révélations sur la fraude universitaire et l'espionnage industriel. Nous ne nous étions pas parlé depuis 30 ans, mais je me souvenais d'une chose qu'elle m'avait dite un jour autour d'un café tiède. La vérité est imprescriptible, Ellie. Elle attend juste un bon témoin. J'ai tapé. Cher B, je ne sais pas si tu te souviens de moi, mais j'ai une histoire, et cette fois, je suis prêt à la raconter. J'ai joint les fichiers, les archives, les comparaisons, tout. J'ai terminé le courriel par une simple phrase. Il a pris mon travail et mon silence était son complice. J'en ai assez du silence. J'ai appuyé sur envoyer. Moins de 24 heures plus tard, mon téléphone a sonné. Eleanor Vance. La voix de Big grésillait. Plus âgée, mais toujours aussi tranchante. Je me souviens de chaque mot que tu as prononcé. J'ai passé les 12 dernières heures avec tes fichiers. Bon sang, Ellie, ce n'est pas juste une histoire. C'est de l'histoire. Faisons-la connaître. L'histoire a été publiée le jour de l'an. La une d'un grand magazine technologique en ligne. Le titre était cinglant. Le fantôme dans la machine. Comment le magnate de l'aérospatiale Marcus Thorne a bâti un empire sur le génie oublié de sa mère. En une journée, elle avait été partagée plus d'1 million de fois. Elle a écrit « Le code a commencé à devenir tendance sur les réseaux sociaux ». L'article était une véritable leçon de précision journalistique. Il détaillait mes contributions au projet Valkyrie, les circonstances de ma démission forcée et les décennies de silence qui suivirent. Puis, avec des preuves méthodiques et irréfutables, il établissait un lien direct entre mes plans déclassifiés et les brevets qui constituaient le fondement de Thorne Aeronautics. J'ai utilisé ma citation finale comme paragraphe de conclusion. C'est un homme brillant, mais un génie bâti sur des os volés n'est pas un héritage. C'est une hantise. Les conséquences furent rapides et brutales. Le ministère de la Défense annonça immédiatement la suspension de son contrat de plusieurs milliards de dollars avec son entreprise dans l'attente d'une enquête approfondie. Les investisseurs commencèrent à paniquer. Les comités d'éthique universitaires lancèrent des examens des doctorats honorifiques qui lui avaient décernés. L'Office américain des brevets et des marques annonça une enquête officielle sur l'origine des brevets de la matrice Thorne. Puis vint la convocation officielle. Une lettre le priant de comparaître devant une commission de surveillance du Congrès sur l'intégrité scientifique. Marcus fut pris de court. Il publia une déclaration faible et soigneusement formulée, louant les premières contributions de sa mère dans ce domaine et imputant toute similitude à de regrettables malentendus dans la documentation historique. Mais c'était trop peu, trop tard. Le fantôme était sorti de la machine. Et ce fantôme portait des plans. J'ai tout observé depuis ma paisible maison de Santa Fe. Il n'y eut ni conférence de presse, ni interview vengeresse. Juste une femme, un ordinateur portable et une vérité dont l'heure était venue. Je n'éprouvai ni joie, ni frémissement de victoire. J'éprouvais simplement la satisfaction tranquille d'une équation complexe enfin résolue. Il avait passé sa vie à effacer mon nom de son histoire. Alors je l'ai simplement réécrite dans un document, un schéma, un titre à la fois.
La vengeance la plus bruyante que j'ai découverte est celle murmurée pour prouver quelque chose, et non criée avec rage. L'invitation arriva sur du papier cartonné épais couleur crème, avec le sceau du National Air and Space Museum en relief doré. J'ai été cordialement invité à prononcer le discours d'ouverture de leur nouvelle exposition permanente, Pionnières méconnues, les femmes qui ont orchestré la course à l'espace. 60 ans après avoir retiré mon nom des listes, ils voulaient qu'il figure sur un chapiteau. Je suis arrivé à Washington DC par une fraîche matinée de printemps. En montant sur la scène de l'atrium principal du musée, mes jambes tremblaient, non pas à cause de l'âge, mais de la gravité du moment. La foule rassemblée, scientifiques, sénateurs, jeunes étudiants, s'est levée. Et derrière moi, projetée sur un écran haut de 3 étages, la photographie en noir et blanc d'une jeune femme au regard sérieux et aux cheveux tirés en arrière, debout devant un tableau noir surchargé de calculs. C'était moi, il y a une éternité. J'ai parlé pendant 20 minutes. J'ai parlé de silence et de sacrifice, de maternité et de machine. J'ai évoqué le fardeau unique d'être brillante et invisible dans la même foulée. À la fin, une nouvelle ovation debout a retenti. Cette fois, je n'ai pas tremblé. Je me suis redressée et j'ai simplement hoché la tête, acceptant non pas des applaudissements, mais une reconnaissance. Une semaine plus tard, la NASA m'a appelé. Ils voulaient utiliser cette photo dans leur nouveau hall d'honneur. Nous célébrons les pionniers que nous n'avons pas reconnus la première fois. Le directeur m'a dit qu'ils avaient accroché mon portrait à 3 mètres de haut sous les mots « Et l'année vance ». Elle calculait l'avenir d'une nation en silence. Pendant ce temps, le monde de Marcus implosait. Les audiences ont été un désastre. Le recours collectif intenté par ses actionnaires a révélé des courriels où ils faisaient explicitement référence à mes anciennes notes de projet. Il savait depuis le début. Sa défense s'est effondrée. Il a démissionné, déshonoré. L'entreprise qu'il avait bâtie s'est effondrée, sombrant dans la faillite et les poursuites judiciaires. L'homme qui figurait autrefois en couverture de magazines économiques est devenu un fantôme, disparaissant de la vie publique. Le dernier coup de théâtre est survenu des mois plus tard. Avec la fortune que je lui avais destinée, j'ai créé la Valkyrie Grant, une fondation dédiée au financement de la recherche en STEM pour les femmes de plus de 40 ans souhaitant réintégrer le marché du travail. Son nom figurait parmi les premières candidatures. Il cherchait un capital d'amorçage pour un petit cabinet de conseil, un appel désespéré d'un roi déchu. Le comité m'a transmis sa candidature pour décision finale. La proposition était pertinente, mais elle trahissait le désespoir. Sous la rubrique « Recommandations », j'ai écrit une seule phrase, « Rejeté ». Le candidat ne répond pas aux normes fondamentales d'intégrité académique et professionnelle. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une norme. Il avait brûlé le pont que j'avais construit, et maintenant, il se tenait de l'autre côté, se demandant pourquoi personne ne lui envoyait de bateau. Je ne lui ai plus jamais reparlé, mais j'ai eu des nouvelles de ma petite fille, Lily. Une lettre manuscrite est arrivée, l'écriture d'une enfant déterminée. Grand-mère, on pouvait y lire. On a appris ton existence en cours de sciences. Mon professeur a dit que tu étais une légende. Je ne savais pas que tu étais si extraordinaire. Je lui ai répondu. Maintenant, tu le sais. Elle m'a répondu avec un dessin qu'elle avait fait. Une fille à lunettes, les cheveux en chignon, se tenant fièrement devant un tableau noir. Je l'ai encadré et je le garde sur mon bureau. Certains jours, je me demande ce qui serait arrivé s'ils avaient simplement ouvert cette porte la veille de Noël. Mais la plupart du temps, je suis profondément reconnaissante qu'ils ne l'aient pas fait. En m'excluant, ils m'ont libérée. Et ce faisant, ils ont permis que mon nom soit inscrit non pas sur un chèque, mais là où il avait toujours sa place, dans l'histoire. Et cette fois, il ne s'effacerait jamais.